moi aussi. René Louis Bachelard. Dans la famille, on a tous deux prénoms. Alors, je suis né le 26 juin 1933 à Tain-l'Hermitage, dans la Drôme. Je vais avoir 87 ans dans un mois, le 26 juin. C'est le bel âge. Ouais, bon, c'est un bel âge, parmi d'autres. Alors, des frères et des sœurs, ben écoute, j'en ai 8, puisque j'étais en 9 à la maison. J'ai eu donc 1, 2, 3, 4 sœurs et 4 frères, donc 4, 8 ou 9. Alors mon père, il s'appelait Léon Ferdinand. Et ma mère, Marie-Louise Imbert, de son nom de jeune fille. Mon père, il était un peu... Ouais, de temps en temps, il nous traitait bien comme il faut, hein, quand on ne marchait pas droit, avec les frères surtout. Il n'était pas à nous taper un peu dessus, ça lui parlait. Oui, s'il était assez dur, mais gentil quand même. Il était bien sérieux et il avait ses enfants bien comme il faut. Ma mère, c'est très gentille, toute douce. Alors mon père, ben, il travaillait quand il s'est marié dans la maison Jaboulet, marchand de vin à Tain, là-bas. Hein, il était caviste chez Jaboulet, il est resté une vingtaine d'années. Et puis après, il s'est mis à son compte à cultiver la terre, quoi, les arbres, hein, enfin, les arbres fruitiers. Et ma mère, ben, était mère de famille, elle élevait ses enfants. La routouraille, hein, ma mère faisait la soupe, qu'on soupe, puisqu'on était nombreux, donc on soupe. Elle retirait des légumes de la soupe, des légumes, tout ce qu'il y avait dedans, et elle y préparait avec de l'huile de chou, l'huile colza. Enfin, l'huile de chou, c'est l'huile de colza. Elle préparait ça avec de l'ail, de l'huile, et elle en faisait souvent, et on la mangeait souvent le soir. Les maisons, parce que je suis né dans la propriété de chez Jaboulet, à l'Hermitage, jusqu'à l'âge de 3 ans. Après, nous sommes partis habiter à Tournon, hein, Tournon dans l'Ardèche, rue du Doubs. Alors, un appartement qui était en étage, on était au deuxième étage, je me rappelle, on montait, et c'était à flanc de coteau sur les collines de l'Ardèche. Alors, on arrivait au deuxième étage, notre appartement, mais il y avait une plateforme, on donnait, puis il y avait un jardin qui donnait sur la colline. On était à la campagne, puis on était au deuxième étage. Parce qu'en 1939, on est venu habiter à Tain. Ouais, c'était un petit cours de ferme, quoi. Il y avait 4 pièces, il y avait un petit jardin derrière. Le jardin, il l'a supprimé par la suite. Enfin, oui, il a supprimé. Il a construit un hangar à la place. Il y avait 2 pièces en haut, 2 pièces en bas, une grande cuisine. C'était toutes les grandes pièces. Une grande cuisine, une grande chambre en bas transformée en salle à manger, 2 chambres en haut. Et on dormait tous là-dedans. Les garçons tous ensemble dans la même chambre, même dans le même lit. On était 2 par lit. C'était amusant, ouais. 2 par lit. Voilà. Puis les filles, elles couchaient plutôt dans la chambre avec les parents. Au début, les WC, il n'y avait pas de WC. Il fallait aller, mon père, il avait fait dans le jardin derrière, il avait creusé un trou, il avait mis des planches, il avait fait une cabane. Il y avait une cabane, c'était les WC qu'il avait fait à l'extérieur. Mais dans la maison, il n'avait pas. D'ailleurs, il n'avait toujours pas quand on partit. Il a fait un WC à l'extérieur dans la cour, sous un escalier qu'il avait construit, là. Mais bon, il y avait... Oui, sinon, dans la maison, il n'y a jamais eu de WC. Il n'y avait pas de salle de bain non plus. Mais attends, mais c'est même pire que ça. Quand on est venu, je me souviens pas bien, mais je crois qu'il n'y avait même pas l'eau sur les lits. Il y avait l'eau qui coulait dans un bassin à l'extérieur, qui servait pour faire la lessive. Et ma mère, elle prenait l'eau, mais je ne me rappelle pas trop. Parce que rapidement, mon père, c'est lui qui faisait les travaux. Il a fait venir un plombier, il a fait mettre de l'eau sur l'évier, à la maison, sur l'évier de la cuisine. Il y avait un évier en pierre. Oui, c'est un évier en pierre, oui. Ciment. Et donc, il y avait quand même l'eau, on avait comme l'eau au robinet.
Et c'est là qu'on faisait notre toilette, ou on faisait pas. La toilette, ça faisait vite fait. Et après le chauffage, mon père, beaucoup plus tard, quand il a acheté la maison, parce qu'il a acheté la maison 20 ans après. Oui. Et donc là, à ce moment-là, il a fait mettre le chauffage central. Est-ce qu'on peut aimer l'école? Ça dépend ce qu'on aime à l'école. C'est, les cours, les cours, bon, ça me déplaisait pas, mais bon, j'étais pas réussi, j'aimais bien l'école quand même. Enfin, j'étais bien à l'école. J'étais bien. Mieux qu'avec mes frères, eux, alors ils gardaient complètement. Mais bon, ça marchait pas mal à l'école. Mais après, ce que j'aimais bien, ben, c'est comme tout le monde, ben, euh, les cours de récré, les copains, les jeux, s'amuser, jouer aux billes. On se levait le matin pour aller à l'école. On se levait jamais. Tout il fallait qu'on nous sorte du lit au moins 3-4 fois. Avec notre père nous appelle 3 ou 4 fois de suite, hein, parce qu'on allait à l'école tous les 3 garçons. Là. À l'époque, quoi, que je me rappelle. Et ben, on se levait, on buvait un bol de café au lait, et on partait en courant avec nos sabots jusqu'à l'école, parce que l'école était un bon kilomètre et demi. Hein. Alors sur la nationale 7, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Pratiquement pas, quoi. Il y avait des carrioles avec des chevaux qui passaient. Si on pouvait trouver une carriole, on s'accrochait derrière pour se faire traîner un peu. On se faisait engueuler par les paysans parce qu'ils ne nous aimaient pas comme ça. Alors, l'école de garçons, il était d'un côté, il y avait un grand mur, de l'autre côté, il y avait l'école de filles. Les écoles se jouxtaient, mais on n'était pas ensemble. On n'était pas ensemble. L'entrée n'était pas au même endroit. Alors, l'école, ben, on prenait l'école, ben, c'était 8h30 le matin, je me rappelle. 8h30, 11h30. À 11h30, on rentrait chez nous, manger, on repartait. Donc, le temps de revenir manger bien vite et repartir, ça nous occupait, et c'était vite fait. Hein. Et puis le soir, on sortait à 4h30, et voilà, on rentrait à la maison. On rentrait à la maison. Moi, je faisais mes devoirs. Mes frères, ils s'en foutaient. C'est vrai. Hein. Et, bon, après, on allait se balader dans la cour, où on allait travailler dans le jardin. Notre père, il nous faisait faire des travaux dans le jardin, tu vois. On avait l'herbe sur les plantes de salade ou autre, de machin comme ça, des trucs comme ça. Il fallait travailler un peu le jardin. Hein. Un peu plus tard, quand on était plus vieux, ben, il y avait des travaux un peu plus compliqués, mais jeune, bon, il nous faisait travailler quand même un peu. On avait des lapins dans la cour, on allait arracher de l'herbe dans les champs par la travers pour nourrir les lapins. Voilà. Quasiment tous les jours, enfin. Au moins l'été, quoi, l'hiver, c'était plus compliqué, quoi. Ah oui. Ah, bah écoute, ma mère, elle avait fait, parce que ma mère, bon, on était 9, mais elle a fait 10 gosses quand même. Il y en a un qui est mort-né, il est mort à la naissance. Et on était chez la grand-mère qui habitait Tournon. Je me rappelle, hein, j'étais pas bien grand, hein, j'étais pas bien grand. Hein. Enfin, Maurice, ça fait. D'ailleurs, il a enregistré ce livret de famille. Hein. Mort est né le même jour. Jusqu'au décès de mon frère André, qui est mort au service militaire. Moi, j'avais 20 ans, hein, 20 ans, en 1953, et lui, il avait 21, 22 ans. On avait un peu plus d'un an de différence. Il faisait son service militaire dans l'aviation à Dijon. Il est mort noyé, il est tombé dans un bassin, et il a été retrouvé plusieurs jours après. Voilà. Il est mort noyé, ça c'est sûr, mais tombé dans le bassin, bon, apparemment il est tombé tout seul. Et donc c'était des bassins qui étaient assez profonds, 2 ou 3 mètres de profondeur, avec des petites margelles, et c'était des bassins qui, à l'armée, ils ont expliqué ça, hein, les fêtes, comment c'était passé. Et donc, ça récupérait l'eau de pluie en cas d'incendie, d'avion ou autre sur le terrain, aux abords des pistes. Il y avait plusieurs bassins comme ça. Et lui, il serait parti en courant ce jour-là. C'était le jour du 15 août 1953. Il est parti en courant pour aller rejoindre un copain qui montait la garde de l'autre côté du camp, et il était pris par un orage. Donc, il s'est mis à courir au lieu de suivre les pistes. Il est parti en courant en train de traverser, et il aurait buté contre cette margelle, pouf. Il serait tombé dans l'eau, et il n'a pas pu s'en sortir. On n'avait pas vraiment les traditions de quoi les fêtes Noël, c'était vite fait. Hein.
Ouais, on n'avait pas grand-chose, hein. Quand on avait l'orange, de temps en temps, pas toujours, pas toujours le cas. Mon père, il nous faisait des pognes. C'est lui qui les faisait dans le four de la cuisinière, hein. Alors bon, ben, c'était un gâteau, on mangeait bien, quoi. On faisait un petit repas de famille. J'ai eu 14 ans au mois de juin et je suis parti le 15 septembre. Je suis parti au Havre, hein, centre d'apprentissage de la SNCF. Et après, ben, je suis plus revenu vivre chez mes parents. Eh oui. Je venais quand même tous les week-ends, forcément. Je venais chez mes parents, je venais tous les week-ends, ne serait-ce que pour ramener mon linge à laver, hein, par rapport à la religion. Alors bon, c'est clair, moi, quand j'étais gamin, j'allais au catéchisme, j'apprenais des préceptes religieux, hein, la communion. Comme tous les gamins, on croyait à tout ce qu'on nous disait. Mais mon rapport à la religion, rapidement, je me suis rendu compte que finalement, enfin, c'est toujours mon point de vue, hein, la religion, on mène un peu les gens en bateau, hein. On te fait croire à des choses que je suis pas sûr que même les curés y croient. Si tu me demandes ce que je crois au bon Dieu, ben non, franchement pas, parce que je sais pas ce que c'est. Personne n'a été capable de me dire ce que c'était, donc je sais toujours pas. Donc non, je n'ai pas de croyance religieuse. Voilà. Après les pratiques, c'est autre chose. Parce que les pratiques, il y a... Là, tu me poses des questions. Les pratiques religieuses, il y a la croyance, c'est une chose. Et puis après, il y a les pratiques religieuses. Les pratiques, tu fais ça en commun avec d'autres personnes, et c'est un peu des cérémonies, il y a du cérémonial, ça te plaît ou ça te plaît pas. Tu le fais parce que ça te met en contact avec les autres, ça te plaît parce que tu en as besoin. Parce que tu as besoin que... Mais est-ce que j'ai besoin de penser à ce qui se passe au-dessus, et c'est quoi au-dessus là-bas? J'en sais rien. J'en sais rien. Et puis, alors, à un certain moment, je me suis dit, bon, jeune, hein, j'étais jeune, hein. Après ma première communion d'ailleurs, hein. Après ma première communion à 12 ans, donc même après, tout de suite après, d'ailleurs, j'ai fréquenté plus bien l'église après. Pourquoi faire? Enfin, c'est ça le problème, question de poser, mais pourquoi s'encombrer la vie avec des choses, avec des cérémoniaux que finalement, ça nous prenait du temps, ça nous encombrait la vie et ça ne nous apportait pas grand-chose. Ma mère, sans doute. Parce que ma grand-mère, non? Ma mère était très croyante, très croyante. Mon père, il croyait, je ne sais pas, j'en suis pas sûr, je suis pas sûr, hein. La guerre, 39-40. Quand la guerre a commencé en 1932, j'avais 6 ans. Les premiers temps de la guerre, c'était calme, puisqu'on n'était pas en zone occupée. Donc c'était comme avant, quoi. À part peut-être des restrictions, hein. Nous, on allait à l'école. Puis quand les Allemands sont venus en 1942, hein, 42, les Allemands ont occupé complètement la France. Alors les Allemands, ben, ils occupaient des garages, ils occupaient l'école, ils occupaient tous les édifices parce qu'ils étaient quand même nombreux. D'abord parce que on était à l'Ermitage, c'était sur la Nationale 7. C'était la voie royale pour descendre dans le Midi, donc il y avait des Allemands partout. Dans les campagnes, il y en avait un peu moins, mais à Tain, il y avait Tain, Tournon, il y avait beaucoup d'Allemands. Beaucoup d'Allemands. Nous, on y passait devant la maison quasiment tous les jours, donc pas qu'à danser en chantant. Et oui, les Allemands, on allait les voir s'entraîner sur le Rhône. Ils avaient des barques, et avec des barques, ils faisaient des manœuvres sur le Rhône. Alors nous gamins, ben, l'été, quoi, quand il faisait beau, on allait les voir. Et puis on allait à l'école, on passait devant, ils montaient la garde. Je me rappelle, il y avait un garage là, où ils avaient entreposé du matériel. On montait devant, on allait, ils nous disaient bonjour, on allait à l'école. Mais bon. Alors nous, on n'a pas souffert vraiment de la guerre. Les voisins, je me rappelle des jeunes voisins, quand la guerre s'est terminée, moi j'avais 11 ans, et il y avait des jeunes qui avaient une vingtaine d'années. Ils sont partis, les Allemands sont venus les récupérer. Ils étaient au moins 3 ou 4 là. Je me rappelle un camion, ils ont embarqué dans un camion pour les envoyer en Allemagne au service du travail obligatoire. Tu vois. Sur les 4 qui sont partis, il y en a 2 qui sont revenus.
et deux sont morts. Au moment de la débâcle allemande, quand les Allemands sont remontés, les troupes avaient débarqué en Méditerranée, là-bas, ils remontaient par la nationale 7 et poursuivaient les Allemands. Les Allemands, moi je me rappelle, je les ai vus remonter avec leurs chars d'assaut et ils montaient les chars qui, toute une nuit, ça défilait toute une nuit sur la nationale 7, un bruit infernal. J'étais avec mon père, tout seul, parce que mes frères, ma mère, mes sœurs et frères, ils étaient à la campagne, chez les grands-parents. Et donc, toute la nuit, je me rappelle à passer ma nuit à trembler toute la nuit, couché dans le lit avec mon père. C'était des événements, c'était dur quand même, parce qu'on savait pas trop ce qu'ils allaient faire. Alors là, je me rappelle, ce sont des événements difficiles, parce que les Allemands, en remontant, ils rentraient dans la maison, ils venaient voir ce qu'on mangeait, ce qu'on faisait. Donc, mon père, il avait une cabane dans son jardin, et il avait planqué ses vélos dans la cabane du jardin, qui était un peu en dehors de la maison, le jardin. Donc, on ne pouvait pas dire que la cabane était vraiment partie du... Mais il y avait un Allemand qui avait remarqué qu'il y avait des traces de pneus. Et il avait suivi, il a dit qu'il y avait les traces de pneus, ça rentrait dans la cabane. Il voulait à tout prix qu'on lui ouvre cette cabane à jardin. Mon père a dit, mais c'est pas moi, c'est pas chez moi. Alors, c'est pas vrai, c'est bien cette cabane à jardin. Il avait planqué les clés, et les clés, il avait planqué, il avait décroché du clou sous le buffet. Et cet Allemand, il est venu vers nous, il avait une mitraillette, un pistolet à la main, et puis devant l'entrée de la maison, moi et mon père, on était là. Moi, je tremblais comme tout, mon père, il n'était pas là, et ça y est, il va nous tuer là tous les deux. Et d'un seul coup, il se retourne, tout ça. Et puis il va sous le hangar, et sous le hangar, il y avait des outils agricoles et une grosse hache. Il prend la hache. Mon père me l'a dit après. Après coup, il a dit, ça y est, il va nous assassiner, il va nous couper la tête. Il est parti, il a enfoncé la porte. Il a enfoncé la porte de la cabane en question. Il a pris le vélo, c'était le vélo de ma mère, qu'on a retrouvé le lendemain, ou sur le lendemain, 300 ou 400 mètres plus loin, parce que le vélo, les roues étaient à plat, il marchait, il roulait mal, et il est parti avec, mais il ne pouvait pas rouler avec. Et les Allemands remontaient vers le nord. Et puis il y avait des avions anglais, sûrement, et puis qui les pourchassaient le long de la nationale 7. Et l'avion de la nationale 7, il y avait le Rhône qui était pas loin, et les avions lui longeaient le Rhône, et ils mitraillaient ces Allemands, mais pas loin de chez nous. On les entendait, on voyait pas tout le monde. Et je me rappelle d'une fois, il y a un groupe de 3 bonhommes, c'était 3 soldats allemands, devant le portail, devant la maison. Si tu te rappelles du portail, devant portail là. Ils étaient 3, ou 3 ou 2, 3. Il y en avait un qui avait une mitrailleuse, qui tenait sur l'épaule, comme ça. L'autre, qui alimentait en cartouche, et qui tirait sur l'avion. Je te jure que ça c'est... Ben écoute, il faisait la guerre, là, devant nous. Et nous, avec mon père, on regardait ça par la fenêtre. On était à 4 mètres, 5 mètres. On était à côté, on le regardait faire. Et il tirait sur l'avion. Puis d'un seul coup, eux, ils sont éclatés, ouais. Et il y a effectivement un avion qui est tombé en flamme. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont abattu ou pas, mais c'est que cet avion, il y en a un qui est tombé sur les rives du Rhône, du côté de Tournon, là-bas. Bon, ça s'est fait en 2 jours, 3 jours. Le repli allemand, ça s'est fait en 3-4 jours. Hein. Le dernier jour, donc, c'était ces fameux chars d'assaut, les chars Sherman, les chars allemands qui remontaient, qui tenaient toute la route. Un char tenait toute la route, il faisait un bruit à faire, et ça a duré toute la nuit. À mon avis, toute la nuit. Hein. Le lendemain, plus rien, calme, plus rien, plus de bruit, plus rien. Il était plus un seul soldat allemand, plus rien. Mais dans les fossés, le long de la route, il y avait des casques, des fusils, des grenades, des munitions allemandes qui traînaient par là, des boîtes de cartouches de mitrailleuses. Mon père en avait récupéré une boîte à outils. Je suis resté un jour, calme, 2 jours. Le lendemain, après, c'est les Américains qui les venaient. Avec leur camion, leur char. Ils remontaient un peu, ils suivaient les Allemands. Et ben, ils sont remontés par la Nationale 7. Oh, le lendemain, ou le surlendemain, je ne me rappelle plus, un jour près, c'était les Allemands, les Américains.
Alors, les Américains, alors nous, après, on allait leur dire quoi, on allait leur faire coucou, ils nous balançaient des chewing-gums, ils nous balançaient des petits paquets de biscuits, des trucs comme ça. Attends, il y a eu des résistants, oui. Il y a eu des résistants, il y a eu des exactions, ils ont fait des coups, je sais pas, ils n'avaient pas tué un soldat allemand un jour, puis il y a eu des gens, des otages de la région Taille-Tournon qui ont été exécutés sur le quai à Tournon, pas sur le quai, sur une place derrière le lycée de Tournon. D'ailleurs, il y a toujours le monument, je crois. Ils ont exécuté là une douzaine ou quinzaine d'otages, de personnes qui ne demandaient rien à personne. Des gens de Taille-Tournon ont été pris en otage parce qu'il y avait un Allemand qui avait été abattu par des maquisards. On les a connus après la guerre. Après la guerre, on a su que celui-là, c'est sûr, des jeunes en principe. Hein. Et voilà, donc, ils sont partis, ils étaient dans le Vercors, ils traînaient pas dans les rues de Tain. Hein. Pourtant, il y en avait. Il y en avait, dans les rues de Tain, il y en avait. Hein. Quand j'avais 11 ans. Donc, juillet-août, mon père, les vacances, nous plaçait chez les paysans. On allait garder les vaches pour lui. Et je gardais donc dans un champ. Hein, j'avais mes quelques chèvres, moi assis sur le port, et face aux montagnes du Vercors. Les montagnes du Vercors n'étaient pas loin. Et ben, toute une matinée, toute une soirée, j'ai entendu mitrailler, ça s'entendait bien. Hein. C'était à vol d'oiseau à 15 km, 20 km. Et c'était certainement l'époque où les Allemands sont montés pour assassiner tous les gens dans le Vercors. Ah, c'est moi qui faisais ça. Vélo de ma mère, et j'allais faire tous les jeudis. C'était le jeudi quand on n'avait pas école. Maintenant, c'est le mercredi, mais à l'époque, c'était le jeudi. Et bien, tous les jeudis, j'allais faire le ravitaillement dans la campagne, chercher des fromages de chèvre, chercher des œufs, chercher surtout des légumes à lapin, des lapins, on en avait à la maison, mais bon, des poulets, des trucs comme ça, du ravitaillement, trouver du ravitaillement. Je me rappelle d'une période aussi, on ne trouvait pas beaucoup de pain. Le pain, il n'y avait pas le blé, la farine, c'était tout réquisitionné par les troupes allemandes. Donc, il y avait du pain qui était fabriqué avec de la farine de maïs ou des trucs comme ça. Et j'allais dans un village Mercurol qui habite pas loin, qui est pas loin de Tain. Et je me rappelle qu'il y a eu une période, aux 6 mois, parce que c'était moi le chargé des courses. Donc, j'allais le matin, tous les matins, avant d'aller à l'école, à 5 km, hein, j'allais chercher le pain. J'allais chercher le pain le matin, et j'allais chercher le pain la journée. J'allais faire la queue chez le boulanger, parce que c'était un boulanger qui faisait du pain, et du pain blanc, du bon pain. Alors que les autres boulangers qui avaient atteint, ils faisaient ça du pain noir, c'était des farines qui étaient mélangées, tu vois. Il y avait des farines de blé, mais il n'y avait pas que ça. Du blé, du seigle, du maïs, donc, moi, je me rappelle, c'est des mais ça dure assez longtemps quand même. Hein. C'est tous les matins, alors je me levais à 6 heures du matin, avant d'aller à l'école. Mon père m'appelait, je prenais le vélo, il était comme hiver, moi j'allais un peu partout, tout le temps. J'allais chercher le pain. J'avais 16 ans. Parce que, bon, quand j'ai rencontré, j'étais encore apprenti à la SNCF. Donc j'étais apprenti entre 14 et 17 ans. Donc j'étais dans ma 17e année, on peut dire. J'étais dans ma 17e année. Alors, mamie, c'est une aventure parce que elle n'a pas fait sa jeunesse à Tain. Elle avait sa mère qui habitait à Tain, avec les parents de Bernard, celui qui a fait la peinture, pas le petit seul, celui-là. Voilà, Bernard. Donc, mamie, elle habitait à Tain, et comme ils étaient divorcés, Daniel habitait à Rérieux, chez ses grands-parents paternels, à l'époque. Elle habitait là-bas. Et puis, quand elle a eu 14 ans, ouais, elle a passé son certificat d'études là-bas à Rérieux, dans l'Ain, hein, vers Villefranche-sur-Saône, par là dans ses coins. Elle a demandé, elle a voulu venir vivre avec sa mère. Bon, ses parents étaient divorcés, son père était revenu d'Allemagne avec une femme qui avait ramené d'Allemagne, une Allemande, avec qui elle a eu un gamin, qui est donc le demi-frère de Daniel. Elle est venue habiter à Tain, elle avait 14 ans. Et
Quand elle est arrivée à Athènes, elle voulait passer son certificat d'études. Je sais que son beau-père, le mari de... Ils n'étaient pas mariés. De sa mère, de sa mère. Elle a voulu s'approcher de sa mère, avec sa mère. Il voulait lui faire faire, si, tu vas apprendre, tu vas continuer les études et tout. Elle a jamais voulu. Elle a dit, non, je veux pas que je sois votre chat. Non, je veux pas que vous me nourrissiez. Je vais aller travailler. Donc, elle était travailler. Elle a trouvé du travail à la chocolaterie d'Héritage, où il y a maintenant le musée du chocolat. Là. Elle y a travaillé pendant quelques mois. Et après, elle était travailler comme serveuse dans un restaurant qui était en face le cabaret du Vivarais s'appelait, c'était juste en face de la chocolaterie. Parce que c'était fréquenté par les patrons du chocolat, et c'est eux qui l'avaient placé un peu là. Et elle n'avait pas tout à fait l'âge pour servir dans les restaurants. Elle n'avait pas 15 ans, hein. Et non. Hein. Mais enfin, elle est allée quand même, parce que c'était une belle fille. Elle se présentait bien, elle avait plus que son âge. Hein. Moi, je ne l'ai pas connue à ce moment-là. Mais là, elle a travaillé quelques temps, quelques mois aussi. Après, elle est venue travailler dans un autre restaurant à Tain, en ville, à Tain. Un hôtel, un restaurant qui faisait un café. Et donc, c'était un café, c'était l'été, printemps, en tous les cas. On y allait de temps en temps avec les copains, mes frères d'ailleurs, mes frères ou nos copains. On allait boire un coup, tu vois. On allait se boire une limonade en terrasse. Et un jour, c'est elle qui nous a servi. J'ai vu cette jeune fille, magnifique. Ah oui, oui. Et ben voilà. Puis après, je l'ai plus revu. Elle nous a servi à boire. Elle faisait son boulot, elle travaillait sur un dimanche. Et puis, quelques dimanches après, il y avait une fête à Tournon, place des Graviers. Et donc, on allait à la fête avec les copains. Et bon, je tombe sur cette jeune femme, là. Elle était avec d'autres, il y avait deux autres femmes avec. Il y avait une autre, un peu plus âgée qu'elle, bien sûr, parce que elle avait une quinzaine d'années. C'était au moins. Donc, la première fois que je l'ai vue, c'était, je sais pas, c'était au début de 14 ans, 15 ans, quoi. Elle était là, donc, avec c'était sa tante. Je savais pas à l'époque. Je ne connaissais pas, moi. C'était sa tante et une amie de sa tante. Elles étaient venues à la fête foraine et elle avait amené. Oh putain, moi j'étais avec les copains, j'ai dit, c'est un copain. Il m'a dit, regarde, elle est là, ta copine. Et donc, tout ça pour te dire exactement comment je l'ai connue. Exactement. Et bien donc, je la vois. Ah, vas-y, avec le copain, tiens, viens, on va voir. Puis, on est là, mademoiselle, tout ça. Et puis, il y avait des manèges, il y avait des manèges qui tournaient, il y avait une chenille. Je sais pas si tu te rappelles les manèges chenilles, la bâche qui se recouvrait comme ça dessus, ça tournait, tout. Et alors j'ai pas voulu l'inviter tout de suite, j'ai invité l'autre femme qui était avec elle, c'était sa tante, mais je savais pas que c'était sa tante, je ne connaissais pas. Je l'invite, je dis, mademoiselle, vous voulez venir avec moi? Sauf que la tante, je la connaissais pas, mais la tante, elle avait 30 ans, ouais, elle avait une trentaine d'années, et elle avait déjà 4 ou 5 gosses. Et je savais pas. Et parce qu'elle était venue chez sa sœur, c'était la sœur à mamie. Donc elle était venue chez sa sœur à table, passé quelques jours. Donc c'était à la fête, j'emmène la tante. Donc sur le manège, et hop, je la mets à côté. Pendant que là-bas, je t'ai retrouvé, je l'ai embrassé à pleine bouche. C'est laissé faire, hein. La tante. Moi, j'avais bien embrassé de fille, hein. À 15 ans, on n'avait pas embrassé beaucoup, hein. Elle s'est laissé faire. Le tour de manège, c'est fini, on est descendu, on a rejoint donc. Puis après, il y avait donc Daniel qui était resté avec l'autre copine. Alors je lui dis, vous voulez pas, mademoiselle, vous voulez pas venir avec moi sur le manège là? Oh, je sais que sa tante, je me rappelle, elle lui disait, mais allez Daniel, vas-y Daniel, tu verras, il est gentil. Et je l'ai emmené sur le manège, et c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est la première fois que j'ai embrassé ma femme, disons, sur le manège, après avoir embrassé la tante. Tous les samedis, dimanches que je venais, je descendais d'Oulin ou de Clermont-Ferrand quand j'étais à Clermont. Parce que même après, quand j'étais à Clermont, je descendais tous les dimanches, hein, ne serait-ce que pour venir, pour elle. On s'est mariés en 56. Donc, on s'est fréquenté 6 ans.
Et j'allais chez ses parents quasiment tous les dimanches. J'étais plus souvent chez elle que chez mes parents, tu vois. Donc voilà, on allait au cinéma tous les samedis soirs. On allait au cinéma, on se fréquentait un petit peu. Parce qu'on s'était fiancés le 15 août 1953. Et le 15 août 1953, c'est le jour où mon frère s'est noyé à Dijon. Même jour, mais on ne savait pas. Nous, on a fêté nos fiançailles le matin, et lui, il était en train de mourir à Dijon. Pourquoi? Parce que il devait venir à mes fiançailles, c'était prévu. Il devait venir, mais il n'y a pas de train. Les cheminots étaient en grève. Si, il y avait des grèves de chemin de fer, il n'a pas pu venir. Donc, je suis parti au service militaire à Versailles en 1954. Et puis de Versailles, ben, je suis allé après en Algérie. En Algérie, début 1955. Et je suis revenu du régiment en début 1956, mois de mai 56. 2 ans de service militaire. Voilà, mai 56. Et on s'est marié en août 56. Donc ça n'a pas traîné, tu vois. Mais juin, juillet, août, 3 mois après, on se marie. Même si on a eu une période où on s'était un peu séparés, hein, parce que c'est elle qui m'avait bavé le premier jour. Parce que on était toujours une fête foraine. On faisait toutes les fêtes foraines du coin là-bas. La fête foraine à Tournon. Et puis je blaguais avec des filles. Il y avait la fête foraine, il y avait le bal, bal champêtre là. Blaguer avec des filles. Ouais, si tu t'occupes pas de moi, tu parles avec les autres filles, elle est partie. On est resté peut-être au moins 6 mois sans se voir. Et je sais qu'elle avait fréquenté un autre garçon pendant 6 mois, même peut-être plus. Et puis un jour, et un copain là, il me dit, tu sais, Daniel, elle est bien malade. Hein. Daniel, qu'est-ce qu'elle a eu? Oh, ben, elle est chez elle, elle est bien malade. Elle avait fait une diphtérie. Elle a eu une diphtérie. C'est grave, la diphtérie. Elle a été vaccinée avec la diphtérie et tout. Elle avait fait une diphtérie. Ah bon? Ah, ça m'a surpris. Moi, j'ai dit, bon, je vais alors, ses parents, bien sûr. Je fréquentais plus ses parents, je fréquentais plus personne. On se fréquentait plus. Ça faisait au moins 6 mois que je ne t'ai pas vu. Je vais chez ses parents. Je me rappelle, j'arrive chez sa mère. Tiens, oh ben on s'en va pas vu, oui, oui. Alors, je viens prendre des nouvelles, prendre des nouvelles. Bon ben c'est gentil, c'est sympa. Oui. Ben elle est couchée, elles sont bien été couchées, elle était restée quand même un moment. D'abord, elle a été très gravement malade, elle a failli mourir. Hein. Elle a fait le croup, elle a failli mourir. Hein. D'ailleurs, le Toby qui l'a soignée, il lui a dit, vous savez, vous avez été soigné par la pénicilline, hein, qui venait d'être découverte. Hein. Donc, alors je suis allé la voir, dans son lit. Elle était couchée, toute palote, elle était toute surprise, bien sûr. Ouais. Bon. Et puis voilà, on ne s'est plus quitté. On ne s'est plus quitté. Conducteur d'autorail, c'était mon métier. J'ai conduit les autorails pendant une douzaine d'années. Après, je me suis formé pour être monté à grade. Et après, c'est là que je suis devenu chef de traction pour former les autres. Quoi. Après, ben, j'ai conduit, donc j'ai commencé par les machines à vapeur, j'ai connu les autorails, puis après, ben, les locomotives diesel, il n'y en avait pas, elles sont arrivées après, locomotives diesel, locomotives électriques, et tous les engins que le chemin de fer, j'étais autorisé à tous les engins que le chemin de fer. Les TGV, c'est au moment où je me retraite. Donc, je n'ai pas conduit les TGV. Et j'ai acheté une voiture, c'était en 1964. J'ai passé mon permis de conduire en 1964, donc j'avais 30 ans, 31 ans. C'est pas le permis à 18 ans à l'époque. Pas beaucoup de personnes qui avaient des voitures. Hein. Les voitures, il n'y avait pas beaucoup. J'avais pas de voiture. Et je savais même pas que j'allais acheter une voiture un jour. Moi, une voiture, j'avais mon vélo Solex pour le boulot. Hein, mon vélo. On n'était pas riche. Mais bon, on a acheté une voiture. On a cherché, qu'est-ce qu'on a cherché? 2 chevaux. Après, qu'est-ce qu'on a acheté? Une 403. Peugeot 403. On a une R16, une R20, R18, R19 et 308. Et entre-temps, j'avais acheté les 4L. Les 4L, j'ai dû en acheter une ou deux. D'ailleurs, les 4L, j'avais acheté, c'est curieux, parce que c'était déjà la deuxième voiture. Ça me servait déjà de deuxième voiture pour aller au boulot. C'était pas la voiture principale. J'en ai acheté une, puis acheté une deuxième, puis acheté une pour ta mère. Ta mère, elle s'était payée, là. Hein. Des 4L, 2 ou 3, hein. La famille avait 2, 3, 4L. Les 2 chevaux, c'est pareil.
des 2 chevaux, j'en avais acheté 2 ou 3, moi. Pour le boulot, ça servait pour le boulot. Ouais, mais surtout, c'était des événements importants. Enfin, oui, je me rappelle. On est resté 15 jours à la maison sans travailler. On se réunissait à la maison parce qu'on habitait vers la gare de Clermont, donc il y avait des copains cheminots. Mais pas que des cheminots. Il y avait des postillons. Donc on allait aux réunions, au rassemblement, qu'il y avait tous les matins, il y avait un rassemblement dans la gare. Et après, on se réunissait à la maison. Voilà, donc après. Puis on allait faire on allait au boulot, on n'allait pas au boulot, on ne travaillait pas, mais on allait faire le piquet de grève. On allait surveiller les établissements. Parce que malgré tout, on ne laissait pas tomber les établissements dans lesquels on travaillait. On les surveillait, monter la garde. Et là, on a eu un chat, on a eu un chien, on a eu Mowgli. Alors le chien Mowgli, on habitait ici, on habitait à Fontaine. Une grande amie qui lui a amené un chien un jour. Elle amène un chien, c'était un chien de son chien, parce qu'elle avait déjà un caniche. Un caniche qui avait fait un petit chien, une petite boule comme ça. Enfin bon, elle a amené un chien. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire cet animal-là, on va nous faire des soucis, il va le sortir. Puis on l'a gardé 15 ans, 15 ans, 16 ans. Il est mort à Ballaruc. Et le chat, c'est Valérie qui l'a récupéré au bord de la route. Quand on allait en vacances dans le midi. On s'arrête au bord de la route. Je ne sais pas ce qu'elle avait, la voiture, elle faisait du bruit, j'en sais rien. Le capot, je regarde. Puis ça fait un petit espace comme ça, puis il y avait un espèce de terrain qui descendait comme ça. Il y avait un petit fossé, un fossé. Puis miaou, miaou, on l'entendait miauler. Miaou, miaou, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des chats ici, il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien autour. Elle est descendue, et elle est remontée avec un espèce de petit machin. Un petit chat comme ça. Il y a un petit chat qui avait, je sais pas, 2 mois, j'en sais rien, 1 mois. Il est tout petit. Moi, j'ai dit, non, laisse pas ce chat-là, non, pas me prendre un chat. Non, papa, regardez le chat, là, regardez le chat. On l'a emmené avec nous en vacances. Alors, on avait Mowgli, hein, et on avait ce petit chat. Alors, il a fallu lui mettre un collier, une ficelle, l'attacher au parasol. Il bougeait dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on en fasse, ce chat? On n'avait pas de cage, on n'avait rien pour le mettre. Alors, la sienne qui l'a tenu chez nous pour la. Donc, on a gardé le chat. Et puis, le chat, on l'a gardé aussi 16 ou 17 ans, je ne sais plus. Bien vu. Alors, quand il était jeune, ben, écoute, mon temps libre. C'était chez mes parents, c'était auprès de mon épouse, future épouse, à l'époque. Les dimanches, on sortait, on allait se promener, quand on voiture, on allait se balader. Si, on a fait beaucoup de balades. Hein. Du sport. Alors, du sport, ben, j'ai fait du sport, pas beaucoup. Quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, Clermont-Ferrand, j'ai fait du judo pendant pas longtemps. 2 ans peut-être, à peine. Hein. Ça s'appelait le Judo Club d'Auvergne quand même. Mais c'était un type qui tenait ça, qui faisait payer. On payait une cotisation, il fallait qu'on paye souvent, quoi, je me rappelle. C'est parce qu'on ne payait pas tous les mois. Et donc, on allait à l'entraînement du judo, 2 fois par semaine. Bon, j'étais ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange quand même. J'ai fait du théâtre pendant à peu près la même période. Hein. Donc, alors, je crois qu'on a dû jouer 2 fois devant du public. Je crois que c'était tous les vendredis soirs. Il y avait dû y avoir 3 filles avec 2 garçons, ou 3 garçons et 3 filles, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus le nom de la pièce. C'était un genre de marionnage. J'étais docteur dans cette pièce. Docteur du Tilleul. Du Tilleul, je m'appelais. Docteur du Tilleul. On faisait des conneries, je ne me rappelle plus. Il y avait 20, 30, 40 personnes qui venaient vous applaudir. Ils étaient contents. Dans la salle de cinéma du village. Après, je suis parti au service militaire, ça a été fini. Ça, c'est le judo, le théâtre, c'était fini. Je faisais du jardin, surtout. J'ai toujours fait du jardin. Parce que les parents Philippe, chez qui on est en logé, ils avaient un bout de jardin et ils m'en avaient cédé un morceau. On y allait tous les jours, l'été, hein, l'hiver, un peu moins souvent, mais bien sûr, mais bon, on fait des jardins, ça prend du temps. Hein. Et après, donc, par contre, quand je suis venu à habiter ici, je ne savais pas qu'un jour, je m'investirais dans le syndicalisme et dans la mutualité. Alors ça, j'avais plus besoin de faire autre chose. Hein. Un jour, là, je travaillais au dépôt de Grenoble et il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas dans ce dépôt, c'est qu'il y avait un manque flagrant de personnel, personnel maîtrise comme moi. Hein. Je venais d'un dépôt de Clermont-Ferrand où il y avait 2 fois plus de personnel pour faire tourner en 3-8
Et là, il manquait au moins la moitié, il manquait au moins trois agents. C'était une nuit, je me rappelle, je leur parle. Il me dit, mais je vais m'occuper, je vais voir les copains de l'encadrement à Chambéry. Il était là, puis c'est comme ça que c'est parti. Et donc, il y a eu des réclamations syndicales qui ont été posées. Et au dépôt de Grenoble, ils demandaient bien d'où ça venait. Et donc, je trouvais ça normal qu'il y ait des jeunes qui passent des examens, des concours, et qui attendent qu'on les nomme, qu'on veuille bien les nommer pendant des années. Et pendant ce temps, c'en est d'autres qui n'ont pas les examens, qui font le boulot. Ils font le boulot, bien sûr, il n'y a pas de raison. Ils faisaient le boulot. Alors, après, dans l'année qui a suivi, il y a eu trois nominations des pots de Grenoble. Alors forcément, après ce coup d'éclat que j'avais fait là, c'était un peu un coup d'éclat. Hein. Bon, le copain syndiqué là, qui était délégué m'a dit donc, il va y avoir des élections syndicales. Bientôt, on aimerait bien qu'il y ait un représentant du personnel maîtrise. Je faisais partie du personnel maîtrise à l'époque. Au dépôt de Grenoble, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'intéresse? Je dis, moi, je ne veux pas m'engager dans le syndicat. Il voulait me mettre délégué carrément. Je dis, non, je ne veux pas être délégué. Bon, ben, tu vas être représentant au comité d'établissement, au comité mixte. Si tu veux bien. Bon, allez, si tu veux, j'ai accepté. Et à partir de là, ben, j'ai été élu à 100% des voix. Tout le monde a voté pour moi, dis-donc. Il n'y avait pas d'autre, tu me diras. En fait, tout le monde avait voté. C'était un cas extraordinaire. D'ailleurs, même à la direction de la SNCF, ils s'en sortent. Et je me rappelle que des fois, on balançait des firmes, on s'en souvenait. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est comme ça que je suis rentré en syndicalisme. J'étais représentant du personnel pour le personnel maîtrise du dépôt de Grenoble. Hein. Et puis après, il y a eu la création des mutuelles. Et ben, automatiquement, on est venu me demander si je voulais bien participer. Et oui, l'agent maîtrise qui est représentant du personnel. Et alors, bon, je sais pas, je vais voir, je dis, j'en sais rien. Bon, enfin, il y a une réunion tel jour, tu viens voir. Je suis allé à la réunion. Je suis allé à la réunion. C'était la réunion constitutive de la mutuelle. Bon, allez, qu'est-ce que bah oui, il nous faut faut qu'on désigne des administrateurs, hein. Une mutuelle réunion, une constitutive, on met en route la mutuelle, mais il nous faut un groupe d'administrateurs. Donc, René, tu vas venir, oui. Toujours pareil, parce qu'étant la personne de maîtrise, c'est d'intéressé d'avoir quelqu'un du personnel de maîtrise. Donc, moi, je sais pas, je verrai. Je n'ai pas répondu tout de suite. Et puis, peu de temps après, il y avait une réunion, ils m'ont convoqué. Bon, allez, après la désignation, il fallait élire le conseil d'administration. J'ai été élu, bien entendu. Administrateur de la mutuelle. On a donc élu un président, on a élu un comité, quoi. Président, bureau, conseil d'administration, puis après, ben, il y a eu des commissions, il y a eu ci, il y a eu ça. Et ben, j'ai fonctionné à la mutuelle pendant 40 ans, quand même. Une quarantaine d'années, il est administrateur de ma mutuelle. Alors, entre-temps, bon, ben, évidemment, le président, j'étais bien copain avec le président, donc il m'a désigné, après il fallait un représentant à l'union départementale des mutuelles. L'union départementale, donc c'était une représentation de l'ensemble des mutuelles du département, tu vois. Donc, ben, on m'a envoyé là, donc j'étais administrateur de l'union départementale. Hein. Après, on m'a envoyé à Lyon, l'union régionale, au niveau de la région Rhône-Alpes. Ah ouais. Pas longtemps réunion régionale, mais j'ai dû aller 3 ou 4 ans quand même. Mais l'union départementale, j'ai dû rester une vingtaine d'années, 20 ans. À l'union départementale, j'ai été administrateur départemental des mutuelles de France. J'ai été président de la commission santé de cette truc. J'étais président de la commission santé de l'autre côté de la mutuelle. Je m'occupais des vacances, des loisirs, des machins. Il y avait des tas de... Donc, j'étais jamais chez moi. Alors, si tu veux savoir le temps libre que j'en avais pas. Une fois qu'on était au chemin de fer, j'ai été dans des colonies de vacances, aussi à la SNCF, j'étais en camp de vacances à Saint-Jean-de-Luz. Cibourg. Saint-Jean-de-Luz, il y avait une école de voile. École de voile, des jeunes cheminots. Des cheminots, j'avais 17 ans, 18 ans. On avait fait pendant 2 semaines du bateau à voile, quoi. L'initiation au bateau à voile. On couchait dans une tour, dans des hamacs, au château, au fort de Cibourg. Et puis la dernière année, j'étais chez les copains suisses, les copains, je les connaissais. Il y avait des échanges entre les Suisses venaient en France, il y avait des échanges avec les cheminots français, et les cheminots suisses, les cheminots français allaient
chez des parents de cheminots suisses. Alors nous, on était reçus par des familles en Suisse. Parce que les Suisses qui venaient en France étaient reçus dans des colonies. C'est pour ça qu'on ne les recevait pas chez nous. Mais moi, j'ai donc été chez des Suisses, des parents de celui que j'ai toujours connu, la Caudray. On vivait chez les parents. Mais on était pris en charge tous les jours. Quand on était cheminots, on prenait le train, on a visité toute la Suisse. À droite, à gauche, on est allé voir les glaciers, voir les chutes de machin, les trucs, les villages, les villes, Lucerne, Zurich, tout ça. On a visité toute la Suisse. C'est pas grand, la Suisse. En 15 jours, on a visité toute la Suisse. Et je suis toujours resté copain avec lui. On a toujours correspondu. C'est pour ça que plus tard, on se voyait tous les ans. Une fois ici, soit on habitait Fontaine, soit ici, il venait nous voir à Grenoble. Et nous, on allait une fois à Lausanne chez lui. Une année chez lui, une année chez nous. Tous les ans. Alors les vacances, quand on était à Clermont, jeunes mariés, les 2 ou 3 premières années, quand on était en vacances, on allait chez nos parents. Et puis après, avec mon copain Philippe, là, Dédé, et on a dit, tiens, une année, on a dit, on va aller partir en vacances. Où c'est qu'on pourrait aller en vacances? Et à nos premières vacances, on les a prises, on est allé à Saint-Jean-de-Luz, donc vers Cibourg, là où j'avais été en vacances avec les cheminots. On avait loué là, donc on a passé 2 semaines ici, ensemble. Et je sais que quand on est parti, Daniel est resté une semaine de plus avec une fille qui gardait le Philippe, Patrick Philippe, le petit Philippe. Donc Philippe, il avait son gamin, et nous, on avait Brigitte. Donc Brigitte, à l'époque, elle avait 4 ans. Je ne sais plus, 3-4 ans de petit, 5 ans peut-être. Et Patrick, il avait 1 an de moins, 1 an. Donc, elle est restée 8 jours de plus, puis après, elle est rentrée par le train. Nous, avec Dédé, on est rentrés parce qu'il fallait qu'on aille au boulot. Puis après, on est reparti ensemble, on est allé à Rimini, en Italie. Pareil, pris le train. On n'avait pas de voiture, ni l'un ni l'autre. J'ai passé, alors, on prenait le train de nuit, ouais, j'ai toute la nuit pour aller Saint-Jean-de-Luz. Et après Rimini, c'est pareil, on passait par Chambéry, Turin, Milan. On allait à Rimini, on a passé 15 jours à Rimini, magnifique. Alors, quand on est allé à Rimini, c'était un peu plus tard parce que Daniel était enceinte de Valérie. Il était obligé de contraindre de rester presque 6 mois chez sa mère à Tain. On était venus voir les parents à Tain. Et donc, il fallait plus qu'elle bouge. Il fallait pas qu'elle prenne le train, même pour rentrer chez elle. Donc, moi, je restais 6 mois tout seul à Clermont. Et je venais la voir tous les week-ends chez ses parents à Tain. Alors après, écoute, les vacances, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti à l'île d'Oléron, on est allé à l'île Dorée, avec les Philippe 2 fois, je crois. On était dans le Midi, on était à Saint-Raphaël. Avec les premières vacances sur la côte, était Saint-Raphaël, je crois. Brigitte était petite à l'époque. Brigitte avait 4-5 ans. C'était nos premières vacances aussi, Saint-Raphaël. On a acheté une caravane en 73, je crois. 73, hein. Et je l'ai toujours. Je l'ai toujours. Et donc, on l'a monté à Lens en Vercors. On l'a mis dans un champ au bord d'une rivière là-bas, et on y allait tout le temps, et Daniel, elle y passait tous ses étés. Ta grand-mère, elle y passait tous ses étés avec les filles. Hein. Puis la caravane, l'été, on partait avec. Alors on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la vallée des châteaux de la Loire, on est allé en Vendée, on est allé en Bretagne, on est allé en Alsace, on a fait pas mal de voyages, jusqu'à ce qu'on aille à Poussan. Poussin, en fait, on était parti pour aller une année, tiens, on va aller dans le Midi. On va passer les vacances dans le Midi, dans l'Hérault, là-bas. Donc, on va vers Clermont-Lérault. On ne savait pas bien où on allait, hein. On va partir avec les caravanes, on partait à l'aventure. On va vers Clermont-Lérault, lac du Salagou, un camping, on reste là 2 jours. 2 jours, pas plus. 2-3 jours, peut-être pas plus. Alors, on était d'abord dans la colline, il y avait des belles places de camping en bas, tout occupées par des gens du coin. Alors les autres qui venaient d'ailleurs, comme nous on venait d'ailleurs, on avait mis dans la colline, c'était des terres rouges, c'était poussiéreux comme pas d'arbres, rien du tout. On installe notre caravane, et tous les soirs, jusqu'à 2 heures du matin, il y avait un bal en bas, boum, 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 on ne peut pas dormir. Je dis à Daniel, on reste pas là, on a raté notre caravane, on est parti, et on a atterri à Poussan. Et vers midi, on arrive dans ce village, Poussan. On arrive à Poussin. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un camping, on ne savait pas trop. On s'est garé, on a dit on va manger ici, on s'était mis sous un arbre.
Et puis on se renseigne, oui, s'il y a un camping qui est pas loin. On est allé voir le camping. On est allé voir le camping. Ça nous a bien plu. On y est resté. On est allé tous les ans après. Tous les ans, on allait à Poussin, on n'allait pas ailleurs. Alors les musiques, mais je suis pas tellement musique, moi. T'entends pas souvent la musique chez moi. Le poste, j'ai mis le poste en route le matin. Alors ce sont des chansons de Georges Brassens, chantées par Le Forestier. Je me rappelle plus bien de ce disque, et je l'ai regardé. Bon, alors j'ai écouté tout un disque, il y en a encore à écouter. Alors donc, si tu veux, moi, j'aime bien Brassens, oui, forcément, le Forestier, Brassens, Ferré, des gens de mon époque. Si tu me demandes des chanteurs de maintenant, j'avais connu Johnny, j'avais connu Johnny, mais c'était pas ma tasse de thé. Les chansons un peu engagées, Ferrat, j'aime bien. Ferrat, tiens, on peut dire Ferrat, j'aime bien Ferrat. Fromage, j'aime pas le fromage. Qu'est-ce que j'aime bien manger? Ben, je suis comme tous les Français, hein. J'aime bien les bons plats. Je mange bien les fruits. J'aime beaucoup les fruits. L'argent, c'est un outil, chambre, ça sert, et ça ne se mange pas. L'argent. C'est quoi l'argent? J'ai regardé sur un truc sur Internet, pas bien longtemps sur l'argent. Un peu, il avait démontré que l'argent, quoi, tout, c'est d'avoir l'argent. On n'a pas d'argent, personne n'a de l'argent. T'as de l'argent, toi? T'as des papiers qui te disent que t'as telle somme. Tu as, t'as des papiers bancaires qui disent t'es riche, t'as et t'as. Et l'argent, l'or, tu l'as pas. L'or, c'est une matière. L'argent, c'est de la matière. Donc, bon, c'est un produit d'échange qui te permet de faire du commerce. Hein. Alors, bien sûr qu'il en faut. Il en faut en suffisance pour vivre bien. En avoir beaucoup, ça dépend de tes ambitions, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Hein. Si tu as envie de faire des grands voyages, des choses, il te faut de l'argent. Pour certaines choses, si tu veux acheter un château, il te faut beaucoup d'argent. Hein. Moi, j'en ai eu assez. Quand on était jeune, on n'avait pas beaucoup. Pas beaucoup. Je gagnais, moi je travaillais, ma femme ne travaillait pas. Donc l'argent, mais on vivait. On se débrouillait pour vivre. On vivait petitement. On ne faisait pas des repas avec le restaurant tous les 4 matins. Hein. Maintenant, alors l'argent, ben, le rapport à l'argent, oui, il faut de l'argent, mais trop, ça sert à rien. Pas assez, ben, tu fais pas ce que tu veux. T'as pas assez, tu fais pas ce que tu veux. Tu ne réponds pas à tes envies. Hein. Si alors les envies, ben, c'est quoi tes envies? T'as envie de voyager, t'as envie d'aller bouffer au restaurant, t'as envie d'aller jouer, t'as envie d'aller au cinéma, t'as envie de sortir, tu as ta vie courante, hein, tu as ta vie, bon, il faut boire, manger, dormir, donc il en faut suffisamment pour répondre déjà à ça, s'habiter, le logement, c'est important, hein, t'habiller, tes loisirs, après, ben, pour les loisirs, ben, écoute, nous, j'en ai assez pour aller en vacances, hein, pour voir ma famille, faire plaisir à mes enfants, mes petits-enfants, après, j'ai un peu d'argent, le peu que j'ai, parce que je ne dépense pas tout ce que je consomme, tout ce que je gagne, je ne consomme pas. Alors je le mets de côté. Ben, l'amitié, l'amour, il faut s'aimer. Il faut aimer tout le monde. Parce que il y a des gens que tu as tendance à pas aimer. Tu te dis, mais celui-là, bon, il ne me plaise pas. Il y a des gens, tout le monde a des gens qui ne me plaisent pas. Ben, même moi, j'ai des gens qui ne me plaisent pas, mais je me dis, après tout, ces gens-là, je les connais ou je les connais pas, ils sont comme ils sont. Et il faut prendre les gens comme ils sont. Donc il faut être tolérant. Aimer ceux qu'on a envie d'aimer, on a besoin qu'il faut aimer, cultiver l'amitié, le relationnel, mais pas trop le relationnel, fais attention. Il y a des fois des relations, fais attention. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. En tous les cas, il ne faut pas que ça te perturbe. Il ne faut pas que ça gêne ta vie. L'amour, la famille, les enfants, non, ça ne se discute pas. Hein, ça, c'est obligé. Il faut travailler suffisamment. Il faut travailler d'abord parce qu'il faut participer à la production, comme tout le monde, à la production de la vie, hein. Il faut, mais plus que ça, quoi. Il n'y a pas de raison d'en faire plus que ce que tu peux faire,
déjà, ou que tu as envie de faire. Hein. Et puis après, bon, ben après, bien vivre, essayer de bien vivre, le mieux vivre possible. Pour le mieux vivre, quand tu as fait le tour, boire, manger, respirer, te soigner, t'habiller et prendre tes vacances et des loisirs, en prendre le plus possible. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Quand tu as fait quelque chose, il faut que ça te plaise. Tu vas au restaurant, ça t'a plu, c'est bien. Tu vas à une fête, c'est bien. Tu vas au cinéma, ça te plaît. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Tu vas en vacances, tu vas à la mer, tu vas. Ben, quand tu arrives à faire tout ça, c'est déjà bien. Alors, après, ben, je crois qu'il faut être solidaire. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont pas très heureux. Pour faire quoi? Est-ce que j'aurais eu envie un jour de faire autre chose que ce que j'ai fait? Mon métier m'a bien plu. Je m'investirais peut-être un peu moins dans ce que j'ai fait et pour réserver un peu plus de place à ma famille. Peut-être, je pense. Qu'est-ce que je faisais à 40 ans? 40 ans, j'étais chef de traction. Regardez droit devant. Et oui, et oui. À 40 ans, tu es encore en train de construire ta vie. Donc, faire pour le mieux, hein, élever tes enfants, ta famille, en vouloir le moins possible aux autres. Même s'il y en a qui te t'embêtent un peu, hein, des idées un peu particulières. Mais bon, non, faut être gentil avec tout le monde. Oh, l'amitié, la solidarité, l'amour, le travail. Des grosses, grosses bêtises? Non. J'ai embêté personne, j'ai volé personne, j'ai battu personne. Je pouvais pas. Ma plus grosse bêtise, peut-être, c'est d'avoir volé une carte postale quand j'étais en vacances à Chamonix. Mais si, je me rappelle toujours, hein, avec des gamins, on piquait les cartes postales au kiosque pour l'acheter. Ouais, un réflexe. Les appareils photo, ben, dans la maison, chez moi, mes parents, personne n'avait d'appareil photo. L'appareil photo, il y a des tas de familles qui n'avaient pas d'appareil photo. L'appareil photo, ça n'existait pas tellement. Les premiers appareils photo qui sont apparus, c'était des boîtes comme ça. Là. Après, moi, le mien, c'était un réflexe. Tu prenais des photos en papier, quoi, pas forcément, pellicule sur pellicule, hein, tout au même format. Et il n'y avait pas de réglage, il n'y avait rien du tout. Hein. J'avais acheté ça, j'étais apprenti à Oulin. À Oulin. Acheté un appareil photo. Et donc, les premières photos prises dans la famille, chez moi, chez mes parents, mes frères, mes sœurs, c'est moi qui les ai prises. La première photo que moi j'ai eue de moi, c'est ma marraine. Non, ma marraine, la cousine qui était une cousine à mon père, hein, qui avait un appareil photo, qui était vieille fille. Je suis un petit bonhomme comme ça, là, j'ai 2 ans et demi, 3 ans. Là, tu vois, je suis en train de dire. Balzac. La comédie humaine de Balzac. Quelques ouvrages de Balzac, comédie humaine, il y a une trentaine d'ouvrages écrits là-dessus. Là-dedans, il y en a 4 ou 5. Des petits trucs. C'est intéressant, c'est bien écrit. Est-ce que ça me plaît? C'est amusant. Des trucs d'aventure. Euh, les gens l'aventure humaine, l'aventure paysannerie, dans les gens dans les villages. J'ai lu beaucoup, tu vois, j'ai des livres toujours en permanence. Là, j'en ai 2, des fois j'en ai 3. Sans compter le journal, les revues que je reçois. Les...